L'Union européenne est la troisième plus grande économie mondiale. Portée par l'industrie allemande, les exportations culturelles françaises, l'artisanat italien et la main-d'œuvre du reste du continent, c'est la seule entité capable de rivaliser avec les États-Unis et la Chine. Mais la position géopolitique de l'Europe repose sur des bases bien plus précaires que celles des autres superpuissances mondiales. La richesse européenne est née des ruines de la Seconde Guerre mondiale, mais la guerre est revenue sur le continent. Les Européens doivent repousser les avancées de la Russie, réagir au retrait des États-Unis du leadership mondial et relancer une économie qui s'est essoufflée. La résolution de toutes ces pressions sera soit la création d'un super-État européen, soit la fin de l'Union européenne. Pour que les bons moments se poursuivent, il faudra que les dirigeants européens surmontent les pressions économiques, résistent aux forces extérieures et refusent les réalités imposées au continent par sa géographie. Avant de continuer, nous devons expliquer pourquoi l'Union européenne existe. Dès 1967, des livres étaient écrits sur l'ascension des États-Unis en tant que superpuissance économique mondiale. Aujourd'hui, c'est un fait établi, mais il y a 60 ans, c'était très prémonitoire. Les pays transforment leur puissance économique en puissance militaire, et la puissance militaire dure a toujours été au cœur de la géopolitique tout au long de l'histoire humaine. Durant les 50 dernières années, seules l'Union soviétique et la Chine ont défié l'hégémonie des États-Unis. Qu'ont-ils en commun ? Ce sont tous deux des super-États qui ont uni des centaines de millions de personnes et d'abondantes ressources naturelles sur un immense territoire pour construire un système économique dominant. Les Européens ont compris que chacun de leurs pays était d'un ordre de grandeur trop petit pour prétendre à la domination mondiale. Ils se sont d'abord unis en union économique pour bâtir un système capable de rivaliser à l'international. Et à mesure qu'ils s'alignent davantage, cela va directement à l'encontre de l'identité et de la souveraineté individuelle de chaque nation. C'est un véritable défi. Alors que la Chine a 4000 ans d'histoire marquée par diverses affiliations, les États-Unis ont essentiellement pu repartir de zéro. Aucun État n'a plus de 300 ans. Pendant ce temps, la plupart des pays européens ont des milliers d'années d'histoire et de culture en tant qu'États indépendants. Et ces États se sont fait la guerre à de nombreuses reprises. Les 80Aujourd'hui, l'Union européenne a accompli des résultats impressionnants depuis sa création. Fondée par plusieurs accords, elle visait à renforcer la coopération économique et prévenir de futurs conflits entre nations européennes. Elle a mis en place un marché unique qui permet la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes entre les États membres.
Cela repose sur le principe des 4 libertés qui a réduit les barrières commerciales et stimulé la croissance économique. Ils ont harmonisé les réglementations pour garantir une concurrence équitable et protéger les consommateurs sur le marché unique, permettant aux entreprises d'opérer facilement à l'étranger et aux citoyens de vivre et travailler partout dans l'Union européenne. Elle a également introduit l'euro comme monnaie commune pour 20 des 27 pays de l'Union européenne, créant ainsi la deuxième plus grande zone monétaire du monde. En aval de ces 2 changements, un ensemble de politiques continue de normaliser le commerce. La politique agricole commune soutient les agriculteurs, le développement rural et établit des normes alimentaires pour tout le continent. L'Union européenne négocie également des accords commerciaux au nom de tous les États membres, ce qui lui confère une influence significative dans le commerce mondial et aboutit à des conditions commerciales favorables pour les pays de l'Union européenne. Pour un bureaucrate à Bruxelles ou un homme d'affaires international, tout cela semble être une grande victoire. Mais dans les rues principales d'Europe, la perspective diffère. À travers l'Europe, on observe une montée des mouvements nationalistes qui prônent la souveraineté et se montrent des sceptiques quant à l'implication de l'Union européenne. Le Brexit est le seul exemple où un tel mouvement a réussi, mais il semble qu'il ne sera pas le dernier. Les processus décisionnels de l'Union européenne sont complexes et parfois jugés peu transparents, d'où un sentiment de déficit démocratique. Aux États-Unis, personne ne s'oppose vraiment à ce qu'un régulateur financier unique gère tout le continent. Si une banque de l'Iowa accorde un prêt en Pennsylvanie ou une coopérative de l'Arizona autorise des cartes de crédit au Montana, qui cela gêne-t-il ? En Europe, cela ne fonctionne pas ainsi. Les fleuves ne sont pas intégrés comme le réseau du Mississippi. C'est l'origine des langues et identités variées. Le commerce allemand circule sur les fleuves allemands avec des profits allemands déposés dans des banques allemandes où ils sont utilisés pour servir les objectifs allemands. Les fleuves, le commerce et les banques sont tous considérés comme des atouts nationaux. Comme on peut s'y attendre de tout atout national, les responsabilités de la banque sont avant tout de veiller aux intérêts de l'État. Les nations sécurisent leurs frontières pour que leurs citoyens profitent des bénéfices de la croissance du système. Les programmes sociaux, les infrastructures et les pensions de retraite ne sont possibles que si ce système économique est florissant. Avec la libre circulation des personnes au sein des nations de l'Union européenne, ces États perdent une partie de leur souveraineté pour définir les exigences imposées à ces biens publics. Cela fait donc de la migration vers l'Union européenne une question particulièrement controversée. Les États membres se disputent souvent sur la gestion des frontières extérieures et la répartition des demandeurs d'asile. Ces désaccords érodent le sentiment d'unité et d'objectifs communs au sein de l'Union qui reposent déjà sur des bases fragiles. Et ces choix sont difficiles. Les guerres en Syrie, en Ukraine et chez d'autres voisins ont augmenté le nombre de demandeurs d'asile. Les dirigeants européens doivent soit accepter plus de personnes, soit verser à la Turquie plus de 10 milliards de dollars pour les accueillir. Aucune de ces options n'est acceptable ou abordable, et le principal rival de l'Union européenne est ravi d'accentuer la pression. Une Europe unie est un problème pour la Russie. Si les États-Unis sont la pierre angulaire de l'OTAN, la puissance des économies allemandes, françaises et italiennes fait des Européens de véritables concurrents. Malgré les accords économiques passés de chaque pays, notamment l'Allemagne, l'Union européenne demeure un négociateur redoutable. La Russie aimerait démanteler complètement l'Union européenne. Moscou rêve d'une Europe fracturée en États individuels, prête pour des négociations en tête-à-tête. Sans ce pouvoir de négociation collectif, des nations plus petites comme la Slovaquie ou la Bulgarie seraient bien plus vulnérables face aux exigences et manipulations de Moscou. C'est pourquoi la Russie promeut constamment des discours sur la souveraineté nationale au détriment de l'unité européenne. Elle murmure des promesses de meilleurs accords et de relations privilégiées à certains pays, tout en s'efforçant de saper l'Union européenne de l'intérieur. Chaque accord ou arrangement énergétique bilatéral avec un pays de l'Union européenne constitue une victoire pour la stratégie russe. Il ne s'agit pas seulement des gains immédiats. Il s'agit d'établir des précédents qui sapent la solidarité de l'Union européenne. Le Kremlin observe avec le sourire la montée des voix et des partis eurosceptiques en Hongrie, en Italie et même en France. Maintenant, les Russes peuvent-ils déterminer les résultats électoraux ? Les résultats des récentes élections françaises suggèrent que non, mais ils sont sans aucun doute alignés avec un côté du débat. C'est le principal défi de l'Union européenne aujourd'hui. Peut-elle maintenir l'unité qui lui confère sa force ?
Malheureusement, il ne semble pas que le statu quo sera suffisant. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'Union européenne est l'une des entités économiques les plus grandes et les plus étranges de l'histoire. Elle a une monnaie commune, des politiques partagées et des accords commerciaux, tout en préservant la souveraineté de chaque État membre. Son produit intérieur brut de plus de 20 000 milliards de dollars la place derrière la Chine et les États-Unis. 112 ans. Son économie est très diversifiée. L'Allemagne a des industries avancées et des produits à forte valeur ajoutée pour de meilleurs accords commerciaux. Les matières premières viennent de Bulgarie, Roumanie et Lettonie. La France a des produits de luxe, de l'agriculture, des services et un secteur touristique dynamique comme de nombreux pays. Alors que la Banque centrale européenne à Francfort gère la politique monétaire de l'ensemble de la zone euro, son objectif principal est de maintenir la stabilité des prix. Mais chaque nation a ses propres obligations avec des taux différents, car chaque gouvernement a son propre profil de risque en fonction des budgets nationaux, des taux d'imposition et de l'industrie. Auriez-vous plus confiance dans le remboursement de sa dette par le Portugal ou par l'Allemagne? Cela complique les choses pour les décideurs politiques. C'est comme essayer de conduire une voiture où chaque roue veut aller dans une direction différente. L'euro n'a été lancé qu'en 1999 et dès 2008, il était déjà en crise. La crise grecque a été particulièrement sévère. Au lieu de dévaluer leur monnaie nationale pour sortir de la dette, la Grèce s'est retrouvée coincée avec une monnaie forte. Le pays ne pouvait ni exporter davantage ni gagner plus, comme la Grèce qui ne pouvait attirer plus de touristes. D'où le plan de sauvetage révélant la fracture nord-sud de la zone euro. La Grèce n'est pas seule concernée. L'Italie, troisième économie de l'Union européenne, voit l'euroscepticisme croître, alors que son économie stagne. La situation économique difficile du pays a alimenté les critiques à l'égard de la gouvernance économique de l'Union européenne et des mesures d'austérité. L'Union européenne a tenté de combler ces écarts. Les fonds structurels financent divers projets dans les régions moins développées, des autoroutes au Portugal aux olives récents en Grèce. Mais la capacité créée par cette aide est une goutte d'eau dans l'océan comparée aux investissements réalisés en Europe du Nord. Et afin d'éviter de se battre entre eux, les régulateurs de l'Union européenne ont dirigé leur agressivité et leur anxiété vers l'extérieur. Les droits de douane sur les véhicules électriques chinois ont frustré le Parti communiste chinois et protégé Volkswagen. La Chine n'est pas un allié historique, seulement un partenaire commercial. La loi européenne sur les services numériques a servi à attaquer les principales entreprises américaines, accusées de pratiques anticoncurrentielles. Je connais des gens ici aux États-Unis qui trouvent ça très bien. Les géants de la tech sont trop puissants et ils doivent être remis à leur place. Et ça sonne bien comme titre. Mais quand on commence à creuser dans les détails, ça devient ridicule. La base de l'affaire de l'Union européenne, c'est que Google a commencé à fournir plus de réponses directement dans les résultats de recherche au lieu d'envoyer du trafic vers d'autres sites web, ce qui est finalement meilleur pour les utilisateurs. Microsoft a été informé qu'il avait enfreint les règles antitrust de l'Union européenne en liant son produit de communication Teams à sa suite d'applications de productivité vendues dans Office 365, ce qui rend l'utilisation des outils de Microsoft meilleure grâce à un module complémentaire gratuit. Apple a également été sanctionné pour avoir favorisé ses propres produits au sein de l'écosystème iOS. L'Union européenne a dit aux entreprises américaines « Vous ne pouvez pas évoluer positivement ». Google devrait rester 10 liens bleus. Microsoft ne peut pas offrir gratuitement un nouvel outil de communication, et Apple ne peut pas exploiter les données utilisateurs pour améliorer ses services. Il serait naïf de croire que ces entreprises n'ont pas de solides équipes de lobbying à Washington, district de Columbia. Ces lobbyistes défendent les intérêts des entreprises beaucoup des employés face à des amendes de plusieurs milliards de dollars et à des désavantages concurrentiels imposés aux entreprises américaines. Les germes d'une guerre commerciale avec la plus grande économie de consommation du monde ont déjà été semés. Donald Trump propose une stratégie de droits de douane à 10%. Ce serait une mauvaise nouvelle pour Volkswagen, Airbus et l'ensemble de l'Union européenne. De nombreux Américains remettent déjà en question le soutien à la guerre en Ukraine, alors que l'Union européenne a investi plus d'argent que les États-Unis. Que les États-Unis adoptent une position plus isolationniste ou qu'ils se concentrent davantage sur l'Asie, il est probable qu'ils ne collaboreront pas aussi bien avec leurs homologues européens dans les années à venir. Une guerre commerciale pourrait-elle s'aggraver ou un compromis serait-il trouvé? Je ne sais pas.
Mais il ne semble pas que l'Europe ait beaucoup de pouvoir de négociation dans ce conflit. C'est donc une situation vraiment particulière qui n'a pas beaucoup de précédents historiques. Lorsque les Romains ou la France de Napoléon ont unifié une grande partie de l'Europe sous une seule autorité, ils ont géré le continent comme un empire. Ils taxaient leurs États clients sans leur accorder de réel pouvoir. Cela a conduit à des raisons évidentes de rébellion que l'Union européenne a su éviter. Mais il est difficile d'imaginer que les Français, les Allemands, les Espagnols, les Grecs et les Italiens s'unissent aussi étroitement que les États-Unis. N'est-ce pas ? L'Union européenne est donc dans un statu quo précaire. Le Royaume-Uni ne prospère pas après le Brexit, comme je l'avais mentionné dans une autre vidéo. L'Europe connaît aussi une crise démographique comme l'Asie développée. La Suède, la République tchèque, la Hongrie, le Danemark, l'Irlande et la France sont les seuls membres de l'Union européenne n'ayant pas franchi le point de non-retour du vieillissement. L'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ne peuvent plus statistiquement inverser la tendance démographique. La Pologne pourrait y parvenir avec l'arrivée de jeunes réfugiés ukrainiens, mais cela n'est pas très prometteur pour la croissance future. L'Europe est fatiguée, c'est peut-être normal. Ils ont longtemps porté la civilisation et bien travaillé. Qu'on les laisse se reposer. Aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron a appelé l'Europe à former une armée collective face à l'agression russe. Macron est loin d'être assez charismatique pour transformer l'Union européenne en super-État à lui seul. Il faudrait une figure historique, quelqu'un à la hauteur de Churchill, de Franklin Delano Roosevelt, de Lee Kuan Yew ou de Deng Xiaoping. À moins qu'un tel personnage n'apparaisse, je m'attends à ce que l'Union européenne se désagrège lentement. La Slovaquie et la Hongrie sont les prochaines candidates probables. Viktor Orban de Hongrie a voyagé entre Kiev, Moscou, Pékin et Mar-a-Lago en tant que médiateur aux grandes dames de l'Union européenne. Tandis que les autres membres envoient normalement de l'aide, la Hongrie et la Slovaquie achètent de l'énergie bon marché pour leurs économies. La Hongrie a augmenté ses importations de pétrole russe de 56% au cours des 6 premiers mois de 2024. Pourquoi ? Lukoil en Russie vend à la Hongrie avec 20% de remise sur le prix du marché en euros. La Pologne a suggéré que la Hongrie parte. Nous suivrons de près ces évolutions sur cette chaîne. Abonnez-vous pour ne manquer aucune mise à jour. Et allez voir notre dernière vidéo sur l'Allemagne.